Du coup, la présentation, elle s'inscrit dans une démarche de transparence en sûreté nucléaire, en nucléaire. Donc, c'est fait conjointement avec la CLI, le Comité local d'information, et Gamaster, qui est un site nucléaire qui est situé au niveau des arts navaux, dans le marché international. Donc, c'est un site nucléaire qui existe depuis les années 89 et depuis maintenant plusieurs années. On effectue des campagnes de sensibilisation sur l'existence de ce site, conformément à la réglementation et conjointement avec le comité local d'information de Cadarache. Donc l'objet de ma présentation, c'est de vous présenter ce qu'on fait sur le site, quelles sont nos activités et bien sûr quels sont les impacts de ce site sur l'environnement, sur les populations. Moi je me présente, je suis Florent Viau, donc je suis le responsable sûreté nucléaire du site. Donc je gère tout ce qui est études de risque, relations avec les autorités et bien sûr de contrôler les impacts de l'installation. Mais tout d'abord, Gamaster, donc c'est le nom de l'INB, de l'installation nucléaire de base, mais on appartient à ce qu'on appelle le groupe Steris. Donc le groupe Steris, c'est un groupe américain qui est bien implanté dans le secteur du médical, puisqu'on fait à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, dont à peu près 30% en Europe, dont la France. En France, on a 2 sites nucléaires, un qui est situé à Marseille et un qui est situé à Marcoule, au niveau de à peu près à 30 minutes d'Orange. Le groupe Steris, donc comme je le disais, c'est 5 millions de dollars, mais c'est un groupe qui est extrêmement implanté donc, dans le domaine de l'irradiation, via des irradiateurs, mais on va aussi utiliser des technologies différentes, l'oxyde d'éthylène par exemple, ou aussi des générateurs de rayons X, ou encore ce qu'on appelle des générateurs d'électrons. Donc le groupe Steris, dans sa totalité, c'est 17 000 salariés répartis dans le monde entier, et on le verra un peu plus tard sur la répartition des différents pays. En quelques mots, puisque le groupe Steris est issu de plusieurs acquisitions, plusieurs fusions, mais concrètement, la grande partie et la stratégie du groupe, c'est de tendre vers le rachat d'entreprises qui sont dans le domaine du médical. Donc ça peut être des entreprises qui vont créer ce qu'on appelle des dosimètres, produire des dosimètres. C'est ce qui permet par exemple de connaître les doses que vont recevoir les produits que l'on traite. Le groupe Steris, c'est 3 entités, 3 groupes. On a une partie healthcare qui est au service des établissements de soins, donc des hôpitaux principalement. Et on va stériliser, enfin plutôt on va produire, par exemple, typiquement, tout ce qui est table d'opération et tout ce qui est instrumentation associée à ces tables d'opération. Ça va aller des lumières pour qu'elles soient le plus ergonomiques possible pour les chirurgiens. Donc ça, c'est une des branches de Steris. Ensuite, on a une autre branche qui est Life Science, qui est plutôt axée sur la recherche et sur les pharmaceutiques. Et on a une dernière branche, c'est celle à laquelle on appartient, c'est Applied Sterilization Technologies, donc AST. C'est une branche en fait qui va regrouper toutes les solutions de stérilisation. Donc quand on parle de stérilisation, c'est que nous on fournit un service qui va permettre à des clients, principalement du domaine médical, ensuite de pouvoir livrer des produits qui sont sanitairement utilisables dans les hôpitaux. Comme je le disais, le groupe Steris, c'est un groupe international. Donc on a une grande partie de notre activité qui est située aux États-Unis, mais on va être répartis un peu partout en Europe. On va avoir des installations en France, en Suisse, au Royaume-Uni, mais aussi en Malaisie, en Thaïlande, pour d'autres activités. En France, comme je le disais, on a 2 sites. Un site qui est situé à Marseille, aux Arts Navaux. C'est un site qui existe depuis les années 89. Donc c'est un site qui est quand même bien implanté dans le site de Marseille et pour lequel il n'y a jamais eu d'incident particulier. Marcoule, si je parle bien dans le micro. Donc Marcoule, c'est un peu plus récent. C'est une installation qui a 10 ans, donc qui a utilisé tout le retour d'expérience de Gamaster et des différentes installations du monde entier, puisque c'est une installation plutôt récente dans le domaine du nucléaire. 10 ans, c'est rien du tout. Et qui est en fonctionnement également, donc plutôt sur le département du Gard. Marseille, l'avantage, c'est que c'est un site qui va regrouper toute la direction et il y a un très faible turnover sur les effectifs de Synergie qui appartient à Steris.
On a un directeur, par exemple, qui est là depuis plus d'une vingtaine d'années, un responsable maintenance qui est là depuis plus de 25 ans. Donc on a des effectifs qui sont extrêmement compétents et qui connaissent le site comme leur poche. Et on a une activité, ce qu'on appelle de à peu près 3 millions de curies. Donc ça veut dire que c'est l'activité nucléaire que l'on a sur le site. Et cette activité-là nous permet de traiter à peu près 30 000 palettes par an. En comparaison, on a un site, le site qui est récent de 10 ans, à Gamatech, à Marcoule, qui lui fait 6 millions de curies, donc le double d'activité de Gamaster. Et on va traiter à peu près 70 000 palettes. La différence notable entre les deux sites, c'est que Marseille, ça sera des traitements beaucoup plus fins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir délivrer des doses dans des produits plus finement. Marcoule, on va traiter des gros volumes. Synergie, alors il y a quelques parties que je vais passer. C'est un site qui est certifié ISO, donc ISO environnement, qualité également. Mais justement, c'est un site qui est extrêmement particulier là-dessus, puisqu'on a des exigences réglementaires fortes en matière environnementale, en matière nucléaire, mais on a aussi des exigences réglementaires extrêmement contraignantes et fortes en matière de qualité. C'est-à-dire que nous, derrière le traitement des produits, il y a des patients qui peuvent être traités, il y a des patients qui peuvent être opérés avec des prothèses, il y a des poches de sang aussi qu'on peut stériliser. Ces produits-là, si on n'a pas un gage de qualité derrière sur la dose de stérilisation que l'on va donner, eh bien, il y a des risques sanitaires derrière. C'est un site qui est inspecté par diverses autorités. Donc on peut avoir les autorités sanitaires, on peut avoir les autorités sanitaires vétérinaires, et on va aussi avoir ce qu'on appelle les autorités de sûreté nucléaire, puisque c'est un site nucléaire à part entière, avec une réglementation qui est similaire à celle des centrales nucléaires françaises. Donc on a à peu près 1 à 2 inspections par an, plus bien sûr des communications constantes. Et justement, alors c'est pas une autorité, mais on a des discussions avec le comité local d'information, qui a pour mission, je vous rappelle, de justement faire l'interface et d'aider à la transmission des informations pour le grand public. Donc le comité local d'information peut participer aux inspections à votre demande, mais va aussi faire des campagnes d'information sur les événements qu'il y a eu sur les sites, s'il y a eu des événements significatifs, des non-conformités. Donc tout ça, la CLI, c'est son rôle, et ils peuvent communiquer avec nous là-dessus. Les irradiateurs, de manière générale, c'est un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. On a environ 200 entreprises clientes pour 55 employés environ. Donc quand on dit 200 entreprises clientes, ça veut dire quasiment 90% de clients dans le médical, donc qui vont produire des produits qu'on utilise quotidiennement dans les hôpitaux. Le principe de l'installation, alors il est assez simple. On va avoir une partie entrepôt. Bon, il y a une partie bureau, forcément avec les salariés, mais on a une partie entrepôt dans laquelle on va stocker les marchandises de nos clients, parce que nous, on ne produit pas les clients, on ne produit pas les produits, pardon. Donc les clients vont les livrer, les produits vont séjourner un certain temps sur notre site, et nous, on va les amener dans ce qu'on appelle la casemate d'irradiation. La casemate d'irradiation, pour faire très simplement, c'est des murs en béton extrêmement épais, dont plusieurs mètres pour certains. Je ne peux pas donner la surface totale, ni les longueurs totales. Et en plein centre, on a ce qu'on appelle une piscine. Donc cette piscine-là, elle sert soit à stocker les sources radioactives, donc ça joue un rôle de protection biologique pour arrêter les rayonnements, mais ça va aussi jouer un rôle de régulation de la température des sources. Et en position de traitement, qu'on appelle, on va élever cette source radioactive à la surface, toujours dans l'intérieur du bloc béton qui sert de protection biologique, et on va utiliser les rayonnements qui vont traverser les différents produits, traverser la matière, c'est la propriété des rayonnements, comme des rayonnements solaires par exemple, et ils vont avoir la particularité de déposer de l'énergie dans le produit. On va faire un traitement qu'on dit homogène pour stériliser le produit sous toutes les surfaces, et au bout d'un certain temps, on peut sortir ces produits, on va vérifier les doses que ces produits ont reçues, et si les doses sont validées, on va partir du principe qu'ils sont stériles. Tout ça, c'est normé. Hop. Je vais passer. Voilà, c'est un schéma qu'on a rajouté sur la diaporama pour comprendre un peu mieux. Le bassin de stockage, il descend sur à peu près 9 mètres de profondeur. Donc les sources radioactives, elles font à peu près
au total, parce qu'il y en a plusieurs, 6 mètres de hauteur. Elles sont situées dans ce qu'on appelle un rack porte-source. Et comme je vous le disais, lorsqu'elles sont descendues en piscine, c'est ce qu'on appelle une position de sûreté. C'est ce qui va nous permettre aussi d'aller faire les maintenances à l'intérieur, d'aller vérifier qu'il n'y a pas de contamination, d'aller vérifier l'état du génie civil, l'état de la piscine, est-ce qu'il y a des fuites, est-ce que le cuvelage est en bon état. Donc tout ça, c'est surveillé, c'est contrôlé par l'autorité de sûreté, et ce sont des paramètres que l'on surveille quotidiennement. Donc on peut très bien, même si c'est un bunker, on peut très bien mettre l'installation en état sûr et pouvoir pénétrer dans le bunker pour avoir un état des lieux. Donc pour le réexpliquer, le principe du rayonnement ionisant, donc de manière générale, on a plusieurs types de rayonnement qui sont possibles. Nous, on utilise ce qu'on appelle du cobalt 60. En comparaison, par exemple à EDF, ils vont utiliser ce qu'on appelle de l'uranium ou du plutonium en fonction des réacteurs. Et la particularité, c'est que ce ne sont pas les mêmes types de rayonnement. EDF va effectuer ce qu'on appelle des phénomènes de fission, qui vont créer des neutrons et qui vont avoir des effets interaction rayonnement-matière qui sont différentes des nôtres. Nous, on utilise du cobalt 60. Donc le cobalt 60 a la particularité d'émettre des rayonnements gamma uniquement, avec une partie bêta, mais qu'on ne regarde pas. Et ces rayonnements gamma sont extrêmement pénétrants, et c'est pour ça qu'on les utilise dans le domaine de l'industrie, puisqu'en fait, ils vont avoir cette particularité de pouvoir traverser de longues distances et surtout pénétrer la matière. Et donc, pour un traitement de produit, c'est ce qu'on veut. Les sources radioactives qu'on utilise, donc du cobalt 60, elles vont être designées d'une certaine manière. Donc ça, c'est un cahier des charges très strict. Il y a deux ou trois fournisseurs dans le monde. Il y en a un qui est russe, donc on ne peut plus traiter avec, on n'a jamais traité avec. Et il y en a un qui est canadien. Donc c'est des sources qui ont quasiment aucun problème. Et en fait, c'est des pastilles de cobalt 60 qu'on va ensuite placer dans une première capsule en inox. Donc l'inox a la particularité de résister dans le temps. Et ensuite, on va avoir une deuxième capsule inox autour de cette source radioactive. Donc le principe de ce double encapsulage, c'est d'assurer une étanchéité dans le temps et bien sûr d'éviter des fuites radioactives dans la piscine par exemple ou dans la casemate. En plus, parce que ça on n'en parle pas, c'est vrai que le cuvelage de la piscine lui-même, il est fait pour, si jamais il y a une fuite, malgré toutes les dispositions de conception des sources, s'il y a une fuite, le dispositif du cuvelage lui-même, il est fait pour être étanche et pour contenir les sources radioactives, la matière radioactive le cas échéant. Ça, c'est exactement le type de schéma que l'on présente en formation radioprotection, par exemple. Donc en fait, lorsqu'on a des atomes, les gamma rays, les rayons gamma, on le voit. Il y a certains rayonnements qui peuvent être stoppés par des feuilles de papier très fines. Ça, c'est ce qu'on appelle les rayonnements alpha. Ils vont plutôt faire des dégâts lorsqu'on a des contaminations internes en alpha. Et c'est un signe qu'il y a eu des opérations de fission, donc soit sur des bombes nucléaires, soit sur des réacteurs nucléaires. Donc on n'en trouve pas chez nous. Nous, on utilise uniquement le gamma. Et comme on le voit sur le schéma, le gamma a un pouvoir pénétrant extrêmement important. Donc c'est pour ça que je fais le parallèle avec la casemate en béton qui fait plusieurs mètres d'épaisseur. Il faut certaines épaisseurs de matériaux pour pouvoir stopper le rayonnement. On a des niveaux d'énergie de ce qu'on appelle en MeV. Alors ça peut être très abstrait, mais voilà, 1,3 MeV, c'est des rayonnements gamma qui sont extrêmement énergétiques et qui permettent justement le process de stérilisation. Le temps de demi-vie, alors c'est le temps que va prendre le radionucléide pour perdre la moitié de son activité. Donc on a un temps de demi-vie qui est de 5 ans. C'est pour ça que c'est un process, le cobalt 60 est intéressant d'un point de vue industriel, c'est qu'il n'a pas un temps trop long pour que ça soit un déchet trop contraignant à traiter par la suite, mais il a un temps de demi-vie intéressant pour qu'on l'utilise de manière industrielle. Chose importante, c'est ce que j'expliquais, le rayonnement gamma, alors ça dépend des accélérateurs ça dépend des installations, parce qu'en fonction des énergies, le rayonnement gamma peut activer la matière. Mais le nôtre, non. C'est-à-dire que le rayonnement gamma, il va traiter les produits des clients, il va aussi impacter la casemate en béton. Et il a un niveau d'énergie qui est important pour le process de stérilisation, mais il ne va pas pouvoir activer la matière. Il ne va pas rendre la matière radioactive. Forcément, vu que nous, on utilise des palettes, on va traiter des palettes qui vont être livrées chez des clients, dans des hôpitaux, on ne peut pas rendre la matière radioactive. La particularité du rayonnement gamma et les gros avantages par rapport à d'autres process de stérilisation qu'on peut énumérer, par exemple l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène, c'est un autre process de stérilisation qui existe
Et l'oxyde d'éthylène a une particularité, c'est qu'il a tendance à rester entre les palettes, entre les boîtes, et l'oxyde d'éthylène est cancérigène. Le rayonnement gamma, une fois qu'on l'a utilisé, une fois qu'on sort les produits de la casemate, il n'y en a plus. On n'a pas activé la matière, il n'échauffe pas les produits traités, donc on ne va pas abîmer le produit. Il agit au sein d'un emballage qui est fermé. Donc les clients, ce qu'ils font souvent, c'est que les palettes arrivent déjà, entre guillemets, bons pour utilisation. Et en fait, nous, on va faire le dernier traitement à façon. On ne laisse pas de résidus et on a un seul paramètre à gérer, c'est le temps qu'on va laisser en traitement. On va avoir différents effets. On peut avoir des effets microbiologiques, donc on va aseptiser la matière, mais on peut aussi utiliser les rayonnements pour des propriétés physico-chimiques. On peut par exemple faire du durcissement de parquet, et après on a d'autres utilisations un peu plus exotiques. On a déjà été amené à traiter des ruches d'abeilles qui avaient été infestées par certains parasites. Le seul aliment aussi qu'on traite actuellement, c'est les cuisses de grenouille. Donc les cuisses de grenouille, on va traiter la salmonelle par exemple. Ça fait partie des seuls produits alimentaires que l'on fait. L'installation, elle est classée ce qu'on appelle INB. Donc c'est un classement réglementaire qui existe uniquement en France et qui impose un certain nombre d'exigences, de prescriptions, et pour laquelle on est surveillé via l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'ASNR. Au sein d'une INB, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des ICPE, des installations classées pour l'environnement. Nous, on en a quelques-unes, mais pas classées. On suit juste certains seuils, notamment celui de l'entrepôt, par exemple. L'organisation au sein de Stéris, forcément, au-delà de la réglementation, on a le devoir et l'obligation d'assurer un certain nombre de ce qu'on appelle défense en profondeur. La défense en profondeur, c'est différents niveaux qui vont permettre de s'assurer qu'on ne va pas impacter les populations ou l'environnement en cas d'incident. Donc on fait ce qu'on appelle des analyses de risque. On va étudier un peu tous les risques qui sont inhérents à l'installation. On peut avoir de l'incendie, du séisme, de la chute d'avion, de la chute de charge, de la chute de colis. Donc voilà, tout un panel de risques. Et une fois qu'on a défini ces risques, on va définir des barrières de conception, des dispositifs de surveillance, la surveillance incendie à titre d'exemple, mais on va aussi définir ce qu'on appelle une organisation de crise, un plan d'urgence interne dans lequel on va définir une organisation avec des salariés qui sont spécifiquement formés à gérer ce type de crise, et on va également être amené à faire des exercices avec des forces prenantes, la police par exemple, ou le bataillon marin-pompier de Marseille. Ces exercices sont auditables et peuvent être même effectués avec la participation des autorités de sûreté nucléaire et de radioprotection. La protection des travailleurs, c'est l'essence même d'une installation nucléaire, puisqu'on doit pouvoir exploiter tout en impactant au minimum les populations et l'environnement. Donc en fait, on définit ce qu'on appelle des seuils à ne pas dépasser, qui sont des seuils réglementaires. Et à titre d'exemple, sur Gamaster, par conception, on n'a aucun impact sur l'environnement et on n'en a d'ailleurs jamais eu. Il n'y a jamais eu d'événements significatifs qui font qu'on a eu des rejets de contamination ou autre. Tout ça, c'est prescrit dans ce qu'on appelle un décret et un arrêté qui est délivré par l'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire va, à la conception déjà, étudier l'installation, étudier les impacts, revoir les analyses de risque qui ont été faites par l'exploitant. Puis, tous les 10 ans, l'exploitant a l'obligation de faire ce qu'on appelle des réexamens décennaux de sûreté, où on va tout réanalyser, mais on va aussi faire un état des lieux de l'installation. Un état de vieillissement des équipements, on va aussi faire un état environnemental, et toutes ces dispositions permettent d'assurer qu'il n'y a pas de dérive vis-à-vis de l'environnement ou des populations. On a beaucoup de dispositifs de surveillance. La surveillance environnementale, elle peut se faire via des dosimètres qui sont situés aux 4 points cardinaux du site. Ces dosimètres vont en fait surveiller les doses qui vont sortir de l'installation, s'il y en a, et on a des seuils à ne pas dépasser, des seuils réglementaires. On va aussi faire ce qu'on appelle de la surveillance environnementale, des eaux souterraines, des eaux de pluie. Pour les eaux souterraines, on utilise ce qu'on appelle des piézomètres. Donc on a 2 piézomètres qui sont situés sur le site de Gamaster, un en amont et un en aval, qui permet justement d'avoir un comparatif en comparant les analyses physico-chimiques
C'est-à-dire que si l'eau en amont n'est pas contaminée, forcément, l'eau en aval ne devrait pas l'être si tout le site fonctionne bien. Voilà, pour une présentation. Merci à vous. Ah, me dis donc, bravo. Hein. Par contre, vous avez été très très optimiste. C'est-à-dire Quand vous dites il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ça, bon, je veux bien, je suis d'accord avec vous, il y a quand même de sacrés progrès qui ont été faits, grâce d'abord à votre volonté de le faire et à la surveillance de l'autorité de sûreté nucléaire. Mais néanmoins, il y a des petites choses qui... Par exemple, vous savez très bien que dans la casemate, il y a de l'ozone voilà, Oui, qui se produit. Bon, cette ozone-là, elle est à très faible quantité. exactement. Mais le problème, c'est qu'elle est en permanence éjectée. Oui, Donc, on est dans une période maintenant où on considère que les faibles doses ont une raison d'exister et peuvent avoir effectivement un impact sur la population. Quel est votre avis par rapport à ça? alors l'ozone, c'est le seul gaz c'est vrai que on va créer par radiolyse de l'air. En fait, il se passe exactement la même chose qui se passe dans la couche d'ozone, c'est-à-dire que les rayonnements telluriques vont faire qu'on crée de l'ozone dans la couche. Dans la casemate, c'est ce qu'on va faire. On va faire ce qu'on appelle de la radiolyse de l'air. Donc on va créer de l'ozone, qui n'est pas un gaz cancérigène, qui malheureusement, c'est vrai, est un gaz qui participe, on va dire, à la c'est pas malheureusement d'ailleurs, qui participe à la protection hein, des rayonnements. L'ozone est toxique à forte dose, enfin à partir d'une certaine dose. Donc, le problème de l'accumulation des faibles doses. Mais toxique mais non cancérigène, parce que c'est important, c'est-à-dire que si on arrive à gérer le seuil de toxicité, alors on ne génère aucun risque pour les employés. Je reviendrai après pour l'extérieur. Oui. Mais dans la casemate, on a ce qu'on appelle des dispositifs de mesure d'ozone également, et en fait on a une ventilation qui permet de renouveler 20 fois le niveau d'air avant de permettre l'entrée du personnel en casemate. Donc ce renouvellement il est fait, il est vérifié surtout, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire des opérations de rechargement, donc on va ajouter de l'activité, on va augmenter l'activité, on va augmenter la radiolyse de l'air, on va s'assurer juste après qu'on respecte toujours le seuil d'ozone qui permet de ne pas mettre en danger nos salariés. Ça c'est le premier point. Ensuite le deuxième point, on va également vérifier qu'on n'a pas un impact notable sur les installations environnantes. Donc en fait, on a tout un mode opératoire qui est écrit et qui permet de s'assurer aux 4 points cardinaux du site que l'on ne rejette pas de l'ozone directement sur les populations. Après, l'ozone, je rappelle, c'est quand même un gaz naturel. Donc ensuite, dès lors qu'il sort de l'installation, il va se diffuser dans l'environnement, mais au même titre que ce qui se passe dans la couche. Oui, mais enfin là, c'est du naturel provoqué. Oui, du naturel provoqué. C'est vrai. Bon, alors ça, c'est la question de l'ozone. Il y en a certainement d'autres que le public serait peut-être heureux de poser, mais pourquoi avez-vous abandonné la stérilisation des produits alimentaires, à part la grenouille qui maintenant a la chance d'être parmi vous? Alors, les produits alimentaires, justement, on était implanté sur le marché international des arts navaux initialement pour traiter plutôt de l'alimentaire. Mais le fait est que le nucléaire en France a très mauvaise presse et on a une obligation en France, c'est que si un produit est traité par des rayonnements ionisants, un produit alimentaire, il a l'obligation de faire apparaître un logo qui est très spécifique sur son emballage. Et le fait est que si ce logo apparaît, peu de gens vont acheter les produits. Pour les cuisses de grenouille, c'est une particularité, c'est que vu qu'il y a des traitements, il y a des risques d'infection assez forts, ils arrivent encore à avoir un marché intéressant, même s'ils font apparaître ce sigle. Donc si jamais vous achetez des cuisses de grenouille, vous verrez ce sigle apparaître. Donc le marché alimentaire en France a décidé de ne plus se tourner vers les radiations à cause de ça. C'est pour ça qu'on fait principalement du médical. Mais par contre aux États-Unis, par exemple, ils sont rassurés, les Américains sont rassurés s'ils mangent une côte de bœuf qui est passée dans des irradiateurs. Oui, alors il y a des études qui ont été faites quand même là-dessus. Par exemple, l'impact sur des fruits comme les fraises peut être intéressant parce qu'il y a des vitamines qui sont détruites.
et même des gènes, hein. Donc il y a une transformation du fruit Ouais, ok. ou du légume. Donc c'est pas uniquement parce que on n'a pas bien regardé le petit Logo. logo qui est sur le papier, c'est qu'on est quand même conscient qu'il y a aussi des inconvénients. On a avancé, en tout cas au niveau de tout ce qui est hospitalier, et là c'est parfait, mais au niveau, peut-être qu'il faudrait faire un petit effort de réflexion même sur la grenouille, hein, parce que là, euh, apparemment, même dans certaines études, on a dit qu'il y avait la suppression du goût. Moi, je ne crois pas trop, hein, l'impact du goût. Hein. Mais enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la grenouille, est-ce Théo- qu'elle a du goût? Alors moi, je mange pas de grenouille, donc l'affaire est réglée. Mais non, mais c'est vrai que normalement, on n'est pas censé altérer le goût via les Ouais. rayonnements. On va plutôt justement, c'est vrai, casser des brins d'ADN ou autre, c'est le principe hein, Mais il faut même- pour aseptiser. Voilà. Donc sûrement de la perte en vitamines, c'est possible puisqu'on va casser des brins avec le rayonnement. Mais je pense que quand même la base initiale, c'est justement d'enlever tout ce qui est pathogène et germes dangereux pour la santé, même dans des aliments qui sont très particuliers. Donc voilà, ça reste quand même l'essence même de l'irradiation. Alors j'ai une dernière question avant de donner ce micro au public qui doit poser aussi des questions. En ce qui concerne les alarmes, Oui. est-ce que vous avez un souci sur les alarmes? Non, c'est tout parfait. Allez-y. Alors on a ce qu'on appelle donc on a deux types d'alarmes. On a des alarmes type production, là qui arrivent de manière quand même récurrente. Hein. Ça peut être une palette qui est mal positionnée. On a des capteurs de ce qu'on appelle de fin de course. Et après on a tout ce qui est alarme de sûreté. Alors sur un irradiateur, il faut savoir que tout est à alarme positive, on appelle ça. Donc dès lors qu'il y a une alarme, quelle qu'elle soit, on va avoir un état sûr automatique de l'installation. L'alarme, ça peut être une alarme intrusion qui peut être déclenchée par un oiseau ou par un rat qui a rongé un câble. Donc ça arrive. Ça peut être une fausse alarme incendie qui est déclenchée par la poussière. Ça peut être ça peut être un faux contact sur un des équipements. Ça peut arriver, mais je vais être honnête, ça arrive pas souvent sur nos sites, puisqu'en fait on a des référentiels, notamment au niveau de l'incendie et de l'intrusion, qui sont très stricts. C'est ce qu'on appelle l'APSAD. Donc c'est un référentiel que les assureurs utilisent et qui font qu'en fait on a des installations qui sont conformes aux meilleures exigences possibles. Mais il peut y avoir des alarmes de sûreté qui apparaissent et elles font l'objet d'une analyse. Est-ce que c'est une alarme intempestive? Oui, non. Et si ça ne l'est pas, alors généralement c'est ce qu'on appelle un événement significatif. Oui, là, il reste toujours quelqu'un Sur le site? Oui, sur le site. Alors, on a un temps de présence qui est entre 7h30 et 20h, assuré. Et ensuite, on a tout entre 20h, donc hors heure ouvrée, entre 20h et 7h30, tout est déporté. Donc, on a une centrale de télésurveillance, mais toutes les alarmes de sûreté remontent également à ce qu'on appelle une organisation d'astreinte. Donc, on a 3 niveaux d'astreinte, avec des personnes qui ont différents niveaux de compétences, et on a certaines exigences par rapport à ces astreintes. Donc elles doivent habiter un certain périmètre et être présentes en fonction d'un certain temps. C'est la question que je voulais vous poser. Et ça, c'est contractuel. Eh oui. Et c'est surveillé. C'est-à-dire que si on ne respecte pas ce critère, on a des sanctions. On s'est jamais arrivé. Vous avez une idée du nombre de kilomètres à peu près? Alors moi, en tant qu'astreinte 2, je dois être à moins de 20 km. Donc quand vous avez l'alarme qui retentit chez vous aussi, 40, pardon. 40 pour l'astreinte de 20, c'est l'astreinte 1. vous avez l'alarme qui est retentie chez vous aussi, donc, puisque vous êtes astreinte. Exactement. Hein? Alors ça passe par le Et comment vous faites? Vous faites quelque chose à distance ou vous vous déplacez obligatoirement? Donc, on a ce qu'on appelle 3 niveaux. Il y a l'astreinte 1, elle, sa mission, c'est de se rendre sur le site. Oui. En cas d'incendie, c'est encore plus particulier, c'est qu'en fait, on a des surveillances caméra qui permettent de faire des levées de doute même à distance. Oui. Donc, s'il y a un départ d'incendie sur le site, la première chose qui va être faite, c'est une intervention des pompiers.
En même temps, les pompiers ils sont là en à peu près 5 minutes. Lorsqu'on fait les exercices, en 5 minutes ils sont là, le dernier exercice, 5 minutes chrono. Et nous, l'astreinte 1 va arriver également pour ensuite piloter l'arrivée des pompiers. Et ensuite, toute l'organisation de crise va se mettre en place, c'est-à-dire l'astreinte 1, c'est la première arrivée sur site. Ensuite, il y aura l'astreinte 2, et ensuite, il y a l'astreinte de direction. Donc on va effectuer. Donc comment ça se passe? C'est que si on a une alarme, ça va faire sonner donc divers systèmes parce qu'il y a toujours une redondance. Si le téléphone portable il n'est pas chargé par exemple, et ben, il y a un autre système qui est en parallèle, ce qu'on appelle un bip. Et en fait les deux systèmes vont sonner en parallèle. Et si l'astreinte 1 a un problème quelconque et qu'elle ne peut pas répondre, donc je rappelle il y a la centrale de télésurveillance, mais il y a une boucle aussi qui va remonter à l'astreinte 2. Et ensuite on va boucler jusqu'à ce que quelqu'un réponde. D'accord. Quels sont les rapports que vous avez avec vos voisins, les riverains? Est-ce qu'ils viennent de temps en temps visiter votre entreprise? Non, il y a très peu de contacts. On n'a que des contacts avec le marché international, mais le marché international, il est lui également fermé aussi. Donc on n'a pas de contact particulier avec le public, hormis inter-entreprise. Bon. Bien, je pense que c'est pas mal aussi des gens qui souhaitent... Oui, Armand, peut-être tu voudrais poser quelques questions, non? Non? Oui, il y a une question. Tu peux venir jusqu'à 10 ans? Alors, bien sûr. tu veux poser une question? Après, j'en aurai une. Curiosité, donc tous les 10 ans vous devez remesurer, je voulais savoir c'était quand la dernière mesure et qu'est-ce que ça a donné? Alors, exactement. Donc tous les 10 ans, on fait ce qu'on appelle des réexamens décennaux de sûreté. Donc c'est un réexamen qui est réglementaire et qui va être entièrement analysé par l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, parce que le nom a changé récemment. Lors de ces réexamens décennaux, on va réétudier tous les risques, incendie, séisme, chute d'avion. À titre d'exemple, c'est parce que le spectre sismique, par exemple, tous les 10 ans, il peut évoluer. L'incendie, les normes peuvent évoluer. Les chutes d'avion, on peut avoir des cheminements, des plans d'aviation qui changent également. Donc on va réétudier tous ces risques-là. On peut aussi avoir des nouveaux objectifs de sûreté en lien avec la protection physique, par exemple, avec l'actualité ou autres, qui vont changer et qui vont nécessiter de nouvelles analyses. Et on a aussi une grosse partie environnementale, ce qu'on appelle l'état radiologique de référence. C'est-à-dire qu'avant de construire une installation nucléaire, on fait toujours un état radiologique de référence pour s'assurer de la propreté du site sur lequel on construit. Et l'idée, c'est quand même, si jamais un jour on doit démanteler, c'est de rendre un site qui est à l'identique, donc non pollué radioactivement ou même chimiquement. Et pour s'assurer de ça, tous les 10 ans, cette obligation a été implémentée dans une décision qui est la maîtrise des nuisances et qui nous oblige du coup tous les 10 ans à faire un état radiologique du site et un état physico-chimique également. Donc l'état radiologique, on va faire des prélèvements de terre, de végétaux, on va aussi refaire toute l'analyse de toutes les analyses qu'il y a eu pendant les 10 dernières années pour voir s'il y a eu des événements ou autres, même si c'est déjà analysé au quotidien bien sûr, mais ça permet de faire un rebouclage. Et une fois qu'on a ces résultats-là, du coup l'idée c'est d'attester qu'il n'y a pas eu de contamination et c'est envoyé pour instruction à l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Pour Gamaster, le dernier c'était 2017. Et là, le prochain, donc tous les 10 ans, on arrive là en 2000, donc on va attaquer le réexamen de sûreté et ça va être fait dans les 2 prochaines années. Voilà. Une dernière question. Je me suis un petit peu renseigné, je vais visiter Gamaster encore, j'espère que ça sera faisable bientôt, mais je me suis renseigné et j'ai trouvé donc sur certaines études une molécule qu'on appelle les alkyles cyclobutanones. Oui. Qui n'est présente que dans la nourriture qui a été irradiée. Alors, ça concerne certainement les États-Unis, puisque 90% de la nourriture est irradiée là-bas, et il n'y a pas eu d'études de fait sur les impacts de cette molécule sur le corps humain. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous en avez parlé, Non, je vais être honnête, moi j'ai aucune information là-dessus. La molécule vous parle quand même. Ça me parle parce qu'après on lit en plus on fait partie de ce qu'on appelle une association France Rayonnement Ionisant. Et après, là, c'est vraiment à notre volonté personnelle, si soit on lit des articles ou non. Mais après, si j'ai lu cette molécule-là, non, je ne saurais pas vous dire. Mais personnellement,
J'ai pas d'informations là-dessus. Bon, y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question, s'il vous plaît? Armand, toujours pas? Tout va bien. Terminé? Ouais, c'est l'heure, il est quelle heure? Merci infiniment. Ben, merci à vous. Merci pour l'organisation.